Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Le 4 août, l'Algérie célèbre la journée nationale de l'armée. Une armée nationale populaire dont les missions n'ont cessé de se diversifier, protéger nos frontières évidemment, lutter contre le terrorisme, intervenir, on l'a vu récemment, lors des incendies. Et depuis quelques années, défendre un nouveau territoire, invisible celui-ci mais tout aussi dangereux, le cyberespace. En quelques clics, un hôpital peut être paralysé, un réseau électrique perturbé, une banque bloquée ou des milliers de données sensibles dérobées. De WannaCry à l'affaire Snowflake, en passant par l'attaque contre le Change Healthcare aux USA, ou encore l'opération des beepers piégés au Liban. Le numérique est devenu un véritable théâtre d'opération avec son propre vocabulaire. Intrusion, malware, ransomware, phishing, zero day, un jargon qui n'a plus rien à envier au langage militaire. Face à ces nouvelles menaces, les États se doivent de renforcer leurs dispositifs de protection. À ce titre, notre pays s'est doté d'une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et a adopté sa première stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information 2025-2029. Une feuille de route destinée à protéger les institutions, les infrastructures critiques, les entreprises, mais aussi les citoyens dans un contexte d'accélération de la transformation numérique. Dans cette émission spéciale, nous allons tenter de répondre à quelques-unes des questions que vous posez. Pourquoi la cybersécurité est-elle devenue un enjeu de souveraineté? Comment mieux protéger notre pays des menaces invisibles? Quel rôle joue l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information? Et comment chacun d'entre nous peut-il contribuer à cette sécurité numérique? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Ali Younes Nekashtali, sous-directeur chargé de la formation au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Marhaba bik. Merci, bonjour, merci de m'accueillir en ce jour qui coïncide avec la célébration du 5e anniversaire de la Journée nationale de l'armée nationale populaire. C'est un plaisir et un honneur face à vous, notre chroniqueur Hatem Hosseini, magistère en cybernétique, ancien chercheur au CDTA et aujourd'hui enseignant notamment à l'école nationale d'administration. Hatem, bonjour. Bonjour chers auditeurs. Messieurs, balle au centre, on va commencer par deux chiffres si vous le permettez. 600 millions. C'est le nombre de cyberattaques détectées chaque jour dans le monde par le géant américain Microsoft. Je vous donne un deuxième chiffre, 500 000. C'est le nombre de nouveaux malwares découverts chaque jour par Kaspersky, l'éditeur russe de solutions de cybersécurité. Colonel Ali Younes, qu'est-ce que ces deux chiffres vous inspirent? Alors, ces deux chiffres révèlent le danger et les menaces qui sont répandues dans le cyberespace. Quand je dis dans le cyberespace, ça veut dire que nous sommes à l'échelle internationale. On ne se restreint pas à notre pays. Ces chiffres aussi disent qu'il nous faut dès maintenant agir et prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre ces menaces, contre ces attaques, contre ces malwares qui ciblent au quotidien nos systèmes d'information en exploitation, notamment à l'échelle nationale. Et c'est donc face à cette réalité que l'Algérie s'est dotée d'un dispositif national de sécurité des systèmes d'information. Concrètement, qu'est-ce que c'est, colonel? Sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, un dispositif national de la sécurité des systèmes d'information a été créé en vertu du décret présidentiel numéro 2005 du 20 janvier 2020. Ce dispositif est l'instrument de l'État en matière de sécurité des systèmes d'information. C'est un peu l'architecture nationale. Exactement, ça c'est le cadre général. Après, ce dispositif est composé de deux instances. Une instance décisionnelle, qui est le Conseil national de la sécurité des systèmes d'information. Et ce Conseil national de la sécurité des systèmes d'information est présidé par le ministre de la Défense nationale et est composé de membres représentants de la présidence de la République, du Premier ministre et de 7 ministres. La mission principale de ce Conseil est de statuer sur les éléments de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il a bien évidemment d'autres missions qui sont de valider tous les conventions, toute la coopération dans ce domaine, mais aussi de donner un avis sur toute la réglementation qui concerne la sécurité des systèmes d'information.
Il faut dire aussi que le dispositif national, comme bien évidemment, est placé auprès du ministère de la Défense nationale et on va dire c'est le référent en matière de sécurité des systèmes d'information à l'échelle nationale. Avec un comité d'orientation, un comité scientifique. Ça, vous parlez là de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information. L'Agence de la sécurité des systèmes d'information est le bras opérationnel de ce dispositif national. Étant le bras opérationnel, elle a différentes missions. Elle a des missions à l'échelle stratégique, à l'échelle opérationnelle, de la réglementation et des renforcements de capacités. À l'échelle, si on prend le volet stratégique, l'agence prépare les éléments de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information et après coordonne sa mise en œuvre. Elle la coordonne avec les institutions de l'État. Chaque acteur dans son domaine de compétences, suivant un plan d'action et des échéanciers bien précis. Établi par qui ? C'est établi de manière inclusive. Nous faisons ça de concert avec les institutions d'État et les organismes nationaux. Tous les acteurs participent au projet de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information et de sa mise en œuvre. On va prendre un exemple très simple. Une banque en Algérie est victime d'une cyberattaque. Très bien. D'un État étranger. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la première étape ? La première étape est le signalement. Bien. Si déjà le signalement est automatique, que cette attaque a été maîtrisée par la dite banque, ou bien que, on va dire, les répercussions, on va dire les répercussions ont dépassé les capacités de cette banque. La première chose, c'est le signalement. Nous avons d'ailleurs des process de signalement qui sont bien établis, qui sont bien huilés avec les différents organismes et institutions de l'État. Deuxièmement, si nous sommes dans le cas où cela a été maîtrisé, il faut faire le rapport on va dire, de les répercussions de cette attaque, les mesures prises, etc., etc. Qui est rentré, comment, pourquoi. Voilà, exactement, et tout transmettre, bien sûr, à l'Agence de la sécurité des systèmes d'information. Sinon, c'est, on va dire, une équipe de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information qui intervient sur place pour épauler les organismes et les institutions de l'État dans la gestion de l'incident, notamment à travers des investigations numériques. Dans le cas de ce dispositif, comment se présentent les différentes modalités d'accréditation c'est-à-dire l'agence, comment elle fonctionne pour accréditer, pour les tâches Alors, ce sont des tâches, on va dire, qui sont du quotidien de l'ensemble des entreprises, etc. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre bien défini pour l'accréditation, que ce soit des prestataires de services, etc. Mais c'est un travail d'ailleurs de longue haleine et qu'on est en train de mener et on va dire que les résultats de ce travail vont apparaître au fur et à mesure de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information. Pourquoi ? Parce que je vois que c'est très important l'histoire d'homologation et tout, des Exactement, équipements. que ce soit l'homologation, que ce soit la qualification des prestataires de services. C'est l'émission de C'est l'émission de l'agence. Alors justement, ces missions de l'agence, on va y revenir. Alors prévenir les cybermenaces, on en a parlé, collecter, analyser, évaluer les informations liées à la cybersécurité, réaliser des investigations numériques en cas d'incident, c'est-à-dire de réelles enquêtes sur le terrain, élaborer les référentiels techniques et organisationnels, préparer et coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale. Ça aussi, on va y revenir parce que c'est un travail d'équipe. Comme on dit par l'arabia. Développer la recherche, l'innovation, et ça c'est très important, la culture de la cybersécurité. Si on peut avoir un mot sur ça, colonel. Alors, sur inculquer la culture de la cybersécurité, nous savons tous que il y a des statistiques internationales qui révèlent que la plupart des cyberattaques sont réussies à cause de la ressource humaine ou de l'erreur humaine. Le syndrome du flash disk. Par exemple. Et donc, nous, au sein de l'agence, nous avons adopté une autre vision vis-à-vis de la ressource humaine. Nous nous sommes dit que la ressource humaine n'est pas le maillon faible de la chaîne de cybersécurité, mais elle est le maillon le plus important de cette chaîne de cybersécurité. Mais comment elle devient le maillon le plus important ? En la dotant des connaissances nécessaires, de la sensibilisation, de la prise de conscience nécessaire pour qu'elle soit l'élément le plus important et non pas l'élément le plus faible de cette chaîne de cybersécurité. Mais on s'y prend comment ?
On s'y prend comment? On s'y prend à travers de manière. Il y a les méthodes classiques, il y a les méthodes plus modernes. Les méthodes les plus classiques, c'est les campagnes de sensibilisation. Les campagnes de sensibilisation qui visent principalement le top management, parce qu'on sait très bien que quand on convainc le top management, il y a un ruissellement. Il y a automatiquement mouvement dans le process de fonctionnement d'une entreprise ou d'un organisme. Après, il faut, au sein d'une entreprise, en plus des campagnes de sensibilisation, on peut mettre en place une sorte de logiciel qui suit l'évolution en matière de conscience de cybersécurité pour les différents utilisateurs. Et comment on fait ça? C'est des applications ou des solutions qui sont mises en place pour donner les connaissances nécessaires, faire des quiz, monter en compétences, monter en connaissances. Et à chaque fois, cette personne est, on va dire, connaît de plus en plus le domaine de la cybersécurité, connaît les exigences, connaît les recommandations et les applique. C'est surtout ça. On voit, il y a des applications. Et vaincre cette sacro-sainte résistance au changement. Exactement. Et maintenant, il y a de plus en plus de plateformes d'enseignement à distance et tout, qui peuvent être utilisées pour ça. Exactement. Il y a même des simulations dans des entreprises. Voilà. Ils font des simulations d'attaque. On voit est-ce que l'utilisateur clique ou ne clique pas sur un lien malveillant. Et c'est ça qu'on connaît le degré de maturation de cette personne en matière de cybersécurité. Un petit peu comme ça se fait avec la protection civile et tout. Des fois, ils font des simulations physiques et tout. Là, on est dans le virtuel, c'est-à-dire on fait des simulations. Comment un tel réagit dans l'entreprise, et on crée un virus, et on le lance, et on va voir comment les gens interagissent. Et puisqu'on est en plein dedans, on va s'intéresser tout de suite à l'accompagnement donc des institutions et des organisations. Au quotidien, colonel, comment est-ce que vous accompagnez justement ces institutions pour renforcer leur niveau de sécurité et surtout leur résilience face aux cybermenaces? Une fois qu'on a été attaqué, c'est bien de se relever rapidement. Alors, sur cette partie, l'agence, vis-à-vis des institutions et des organismes de l'État, l'agence a adopté une approche basée sur le fait que si on veut mener des activités ou une activité de cybersécurité, il y a des préalables à mettre en place. Donc, les institutions et les organismes de l'État doivent mettre en place des préalables. Quels sont ces préalables ou sur quels éléments se baser pour mettre en place ces préalables? Il y a 3 éléments nécessaires. Le people, process and technology. People, c'est la ressource humaine. Process, c'est tout ce qui est encadrement, les différents process qui existent. Et les études technologiques ou l'accompagnement technologique en matière de cybersécurité. Pour ce qui est de la partie ressources humaines, l'agence a fait un constat qu'il est nécessaire d'avoir des structures de responsables de la sécurité des systèmes d'information au niveau de toutes les institutions et tous les organismes. Et l'agence a travaillé avec la Direction générale de la fonction publique pour élaborer un décret présidentiel qui est paru en 2026, le 2607, et qui met en place au niveau des organigrammes des institutions de l'État, des administrations et des organismes, une structure responsable de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données. Un référent national. Un référent, mais aussi c'est une structure, ça veut dire qu'il y aura des postes. Et c'est la connexion avec votre agence. Et c'est aussi un lien direct, un vis-à-vis de l'agence. Maintenant, l'agence, quand elle intervient, elle trouvera un vis-à-vis sur place. Cette structure, qu'est-ce qu'elle va assurer? Elle va assurer que les gens, ou plutôt les cadres qui activent dans le domaine de la cybersécurité, aient un plan de développement, un plan de carrière. Le décret présidentiel vise aussi à ce qu'il y ait un budget dédié à cette structure, des formations dédiées à cette structure, exactement. Et bien sûr, le plus important, les missions de ces structures. Ça veut dire qu'une structure responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein d'un organisme fera ou exécutera toutes les tâches qui lui incombent, à savoir la surveillance et la veille des systèmes d'information, l'administration des solutions de sécurité, l'élaboration et la mise en place de politiques de sécurité, les audits internes et la sensibilisation des utilisateurs au niveau de ces organismes. Évidemment, l'appui en cas d'incident majeur. Colonel, la question qui va se poser dans la tête des auditeurs et surtout les informaticiens et tout, ils vont se poser la question, cette structure, quelle est sa relation avec la DSI, la fameuse Direction des systèmes d'information, et comment ils vont travailler ensemble, chacun
de son côté. En réalité, cette partie-là fait partie, entre guillemets, de la cuisine interne de l'organisme. Il y aura des liens fonctionnels entre la DSI et cette structure. Il y aura un partage de responsabilités, un partage de tâches, parce qu'en réalité, ils sont en train d'évoluer dans un même environnement. Donc, il est normal qu'il y ait, on va dire, entente, répartition de tâches, et on va dire même de manière physique, même en manière d'équipement, etc. Opérationnel. Opérationnel, du point de vue opérationnel, il y aura une gestion répartie pour une DSI et pour cette structure. Voilà comment ça va se passer sur le terrain. Donc on a parlé de la ressource humaine et de ce qui a été fait. On passe maintenant au process. Donc au process, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire l'encadrement de l'activité de cybersécurité et surtout la standardisation, on va dire, de cette activité. Et là, l'agence, qu'est-ce qu'elle fait de manière concrète? Elle élabore des référentiels, elle met à jour les référentiels existants, elle élabore des guides pratiques et les diffuse au profit des institutions de l'État. Elle fait de la veille. Elle fait de la veille. Voilà. En parlant de guides, il y a plein de guides qu'on peut mettre en place. Donc c'est au fur et à mesure qu'on est en train de déployer et de diffuser ces guides selon une priorisation, bien sûr, selon les problèmes les plus fréquents, etc. Les livres blancs, les livres blancs, les guides, surtout les guides pratiques et les procédures, c'est quelque chose de très important pour mettre en œuvre les exigences. Parce que on peut formuler une exigence et cette exigence reste théorique, mais quand on donne la procédure, quand on donne le framework, là, on a l'application, on a comment faire. Et ça, c'est le plus important pour les utilisateurs. Et ça me rappelle justement quelque chose, je ne sais pas si ça a un lien avec tout ce que vous êtes en train de dire, c'est le fameux référentiel général de la sécurité du système d'information. Beaucoup de pays ont un référentiel national de sécurité du système d'information que les institutions de l'État, surtout, essayent de le respecter. L'Algérie a, bien sûr, et depuis 2016, il existe un référentiel national de sécurité de l'information. La dernière version, c'est une version de 2020. Et je me rappelle, c'était au début de nos activités, c'était comment mettre en œuvre de manière effective ce référentiel. Et nous avons étudié, on va dire, toutes les difficultés qu'il y avait pour mettre en œuvre ce référentiel. D'ailleurs, le décret 2607 de la structure responsable de la sécurité des systèmes d'information est une conséquence de l'étude qu'on a faite sur le RNSI. Le RNSI, comme tout autre référentiel, est appelé à évoluer et on est en train de travailler dessus pour le faire évoluer, donner un nouvel aspect, d'autres exigences, plus d'explications, etc., etc. Alors, colonel, je vous propose, si vous êtes d'accord, de faire un peu de didactique en direction de nos auditeurs. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information 2025-2029. Pourquoi est-ce que c'est important de définir une véritable feuille de route? Très bien. Donc, la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est ce document que j'ai devant moi et dont la préface a été signée par Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Ce document est le document de référence en matière d'objectifs de notre pays dans le but de asseoir la sécurité des systèmes d'information au niveau national. Cette stratégie a été élaborée au niveau de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information et puis elle a fait l'objet de concertation avec l'ensemble des acteurs nationaux qui actifs dans ce domaine. Il y a eu des workshops organisés au niveau de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat, où on a décortiqué tout ce document, tout le contenu de ce document, et nous les avons discutés, débattus et enrichis. Par la suite, ce document est passé par un process de validation. Il a été validé par le Conseil national de la sécurité des systèmes d'information. Puis, il a été approuvé en vertu d'un décret présidentiel, le 25-321. Et enfin, il a été publié et diffusé en 2026 et il est disponible sur le site du ministère de la Défense nationale en 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Si on se penche sur cette vision, nous allons trouver que la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information a été élaborée principalement pour accompagner la transformation numérique du pays. Vous savez, tout comme moi, que nous sommes en pleine transformation numérique. Tous les secteurs sont impliqués. Tous les secteurs proposent des solutions, des plateformes.
les mettent en ligne. Il y a plein de, on va dire, de services qui apparaissent et qui sont mis en ligne au profit des citoyens. Y compris vos collègues de la gendarmerie qui ont lancé leurs différents comptes sur les réseaux sociaux. Il y a eu un lancement officiel et tout. Et donc, pour nous qui faisons de la cybersécurité, ça, c'est une augmentation de la surface d'attaque. De la surface d'attaque. Exactement. Parce que plus il y a de solutions, plus il y a de matériel, plus il y a d'équipements en ligne, plus il y a de vulnérabilité. Plus il y a de vulnérabilité, plus la probabilité d'attaque ou de subir une attaque devient plus grande. C'est mathématique. Et donc, la vision de cette stratégie prône le fait de garantir la cyber-résilience. Comment on garantit la cyber-résilience? On la garantit en rehaussant les capacités de prévention, de détection et de réponse aux incidents. Donc, avec la numérisation, il y a obligation d'assurer et de garantir une cyber-résilience. Cette cyber-résilience, on a les moyens, les exigences, etc. à mettre en place. Et cela pour le but suprême. Quel est le but suprême? C'est de garantir la souveraineté numérique nationale. Et justement, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des indicateurs qui vont définir la maturité en matière de cybersécurité de chaque acteur dans l'économie ou bien dans l'espace virtuel? Est-ce qu'il y a un genre de baromètre ou quelque chose qui va un petit peu indiquer à ces... C'est-à-dire comment ça va se passer? Donc, une espèce de météo des cybervulnérabilités. Alors, une sorte de tableau de bord. Voilà. Donc ça vient dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie. La concrétisation de la vision de cette stratégie intervient à travers des axes. La stratégie, elle est articulée en 4 axes. Un axe dédié à l'aspect technico-opérationnel, un axe dédié à l'aspect réglementaire et juridique, un axe dédié à la formation, à la sensibilisation et à la recherche-développement, et un axe dédié à la coopération. Et comme je vous l'ai dit, de cette stratégie naîtra un plan d'action. On y travaille d'ailleurs. Mis en œuvre. Bien sûr, il sera mis en œuvre avec les institutions de l'État. Oui. Et à la fin, on a des baromètres. On a des baromètres pour fixer, pour se dire tel objectif, nous l'avons atteint. Tel objectif a été partiellement atteint. Un autre pas encore atteint pour une raison ou une autre. Ben justement, vous avez précédé ma prochaine question. Quels sont ces fameux objectifs à l'horizon 2029? Alors, pour les objectifs à l'horizon 2029, pour ce qui est de la partie technico-opérationnelle, l'objectif dans ce cadre-là est de renforcer les capacités nationales. Okay. Il faut renforcer les capacités nationales de détection, de prévention et de réponse aux incidents. Comment on fait cela? Tout d'abord avec le renforcement propre des capacités de l'agence pour pouvoir superviser toutes les plateformes, tous les systèmes, etc., avoir une vue d'ensemble sur leur fonctionnement, mais aussi rehausser le niveau de sécurité au niveau des institutions de l'État. Comment on fait ça? On l'a fait déjà par la création de la dite structure. Après, on ira vers les capacités technico-opérationnelles qui sont, par exemple, les centres opérationnels de sécurité, qui sont, par exemple, les CERT sectoriels. Le maillage, en fait. Exactement, c'est un maillage. C'est aussi le respect des différentes exigences et recommandations en la matière, notamment celles des différents référentiels. Ça, c'est pour la partie technico-opérationnelle. Pour la partie réglementation, la stratégie prévoit d'encadrer la réglementation en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information, mais aussi la normalisation. On oublie des fois, mais il y a des normes. Il y a des normes internationales qu'on est en train d'adapter, etc., et on est en train d'utiliser et de suivre. Et cela doit être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, harmonieux. Doit être harmonieux, standardisé. Voilà. Tout le monde doit suivre le même process pour pouvoir avancer. On arrive après à la partie de renforcement des capacités. Et au niveau des renforcements de capacités, notamment les capacités humaines, l'agence est intervenue, on va dire, en matière de formation et de sensibilisation à différents échelons. Si je peux passer sur le détail, en matière de formation, le MDN et à travers l'agence et d'autres structures a contribué au montage de l'École nationale supérieure de cybersécurité de Sidi Abdallah. Que nous avons visité il y a 3 semaines pour y faire une émission spéciale. Très bien. Donc, cette école est
maintenant, avec les nouveaux bacheliers, sera avec sa 3e promotion et aura aussi une promotion de doctorant. Donc, c'est une école qui a commencé à fonctionner depuis 2024 et nous intervenons au niveau de cette école, que ce soit au quotidien, par la présence d'un directeur adjoint qui est sur place, mais aussi au niveau des instances administratives et pédagogiques. Le conseil d'administration et le conseil scientifique. Donc, nous accompagnons l'évolution de cette école pour avoir les ingénieurs de demain en matière de cybersécurité, cette ressource humaine qui va être compétente dans ce domaine et qu'on espère sera déployée au niveau de toutes les entreprises, les institutions et les organismes. Et surtout, pas être chippé, pas être volé par d'autres pays. Exactement. Si, j'aimerais bien aussi voir cette stratégie, qu'est-ce qu'elle a comme objectif en termes de classement de l'Algérie dans les différents index. On se pose la question, est-ce que tous les classements sont fiables et intéressants c'est-à-dire à se référer? Et d'autre côté, moi j'ai par exemple le GCI, c'est-à-dire le Global Cybersecurity Index, qui nous place dans l'intermédiaire, dans le middle. Il y a aussi le NCSI aussi, le National Cybersecurity Index aussi, on est, et on voit aussi un décalage en termes de classement cybersécurité par rapport au classement des TIC numériques. En termes de numérisation, dans le TIC, on est 54e, je pense. Et sur le NCIS, on est à 105 ou... On est toujours au milieu du tableau. Au milieu du tableau. Donc, est-ce que cette stratégie a des objectifs dans ce sens aussi Alors, rien que... vous parlez du Global Cybersecurity Index, qui est, on va dire, un indicateur de l'Union internationale des télécommunications. Rien que le fait d'exister, la stratégie, de par son existence, ça rapporte des points dans le classement du GCI. Tout à fait. Et donc, si on remarque quels sont les critères adoptés par la GCI, vous allez retrouver que c'est à peu près les mêmes axes que nous avons élaborés au niveau de cette stratégie. Réglementaire, organisationnel, technique, coopération, gouvernance, etc. Donc, plus nous avançons, plus nous concrétiserons nos objectifs, il y aura un impact sur notre classement, en espérant bien sûr atteindre ces objectifs pour avoir un meilleur classement. Maintenant, vous parlez de fiabilité, c'est des instances internationales, c'est des classements. Après, comme je vous l'ai dit, nous avons une stratégie avec des indicateurs. Nous verrons avec l'avancement des travaux, la correspondance de nos indicateurs avec les leurs, c'est là qu'on pourra faire un constat. Parce que des fois, ces classements, c'est pas les mêmes objectifs. Chaque pays a ses propres objectifs, quels sont les indicateurs qui sont les plus importants pour lui, etc. Donc, c'est un petit peu... Là aussi, une autre question qui peut se poser, que peut se poser l'auditeur, c'est de voir cette stratégie, comment elle prend en compte. Parce qu'on a l'impression qu'on parle que des institutions de l'État, des institutions publiques et tout, et le privé dans cette histoire de cybersécurité. Où est-ce qu'il est dans la stratégie? Est-ce qu'il est inclus? Comment il est inclus, etc. Nous ne parlons pas nous parlons d'institutions de l'État et d'organismes nationaux. Organismes nationaux, il y a le secteur public et le secteur privé. Et le secteur privé était avec nous lorsqu'on a nous avons concerté le contenu de cette stratégie pour l'enrichir, pour mettre des observations, etc. Le secteur privé n'est en rien, on va dire, exclu de la matrice. Au contraire, c'est un acteur qui est important. Il y a des infrastructures critiques privées et il joue son rôle. Il sera, on va dire, impliqué, ou il est impliqué dans cette stratégie de toutes les manières. Cependant, comme vous le savez, les institutions de l'État, on va dire, beaucoup de systèmes, leur envergure est plus grande. Il est normal qu'au départ, on priorise tout ce qui est institution de l'État et après le secteur privé. Très bien. Alors au-delà des spécialistes, la cybersécurité c'est aussi l'affaire de tous. Quelles actions, colonel, menez-vous pour développer en fait une véritable culture de la cybersécurité auprès des institutions, on en a parlé, des entreprises, mais aussi et surtout
du grand public. Nous avons mené des actions de formation. Après, il y a eu des actions de sensibilisation visant à inculquer la culture de cybersécurité. Et là, c'est des catégories. Comme je vous l'ai dit, il est important de convaincre le top management. Donc, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation auprès des organismes, des institutions de l'État, où on a fait en sorte de marteler, de faire résonner notre discours sur l'importance de la cybersécurité, sur l'importance de mettre en place des exigences, des structures capables de faire face aux menaces et aux cyberattaques. Et nous continuons à le faire au quotidien. Avec quel type de réception? Non, en général, la problématique est, on va dire, bien assimilée. C'est après, au fur et à mesure que nous, on va dire que nous déployons des solutions, que nous déployons des structures, comme nous l'avons dit, que les institutions s'adaptent à cette, c'est une nouvelle donne. De toutes les manières, c'est une nouvelle donne. Et s'adaptent au fur et à mesure pour pouvoir pallier aux difficultés, faire face aux menaces, etc. Maintenant, si je peux me permettre, il y a une autre catégorie, vous l'avez bien cité, c'est le grand public. Et avec le grand public, l'agence a contribué et a co-organisé des campagnes de sensibilisation avec différents secteurs et avec différents acteurs. Les plus récentes que je peux citer, c'est celle avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, où il y a eu des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'utilisation ou d'exploitation de tout ce qui est moyen de paiement financiers, que ce soit la carte magnétique ou bien les applications dédiées à ce titre. Il y a eu des campagnes de sensibilisation sur les risques indus d'une mauvaise exploitation des réseaux sociaux, les dangers qui en découlent. Il y a eu aussi une sensibilisation sur les escroqueries en ligne. Qui se multiplient depuis ces dernières années. Oui. Et ces sujets touchent la population parce que ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie des choses qu'ils sont en train de rencontrer au quotidien en manipulant leur smartphone, leur tablette, etc. Après, il y a une dernière catégorie qui nous tient à cœur. Comme vous le savez, ou plutôt contrairement à vous et moi, nous sommes en face d'une génération qui est née dans le numérique, qui a été bercée par le digital. Vous êtes en train de dire que je suis vieux. Je m'inclus aussi dans la discussion. Et donc, qui est, comme je vous l'ai dit, né dans le numérique, bercé par le digital. Digital natif. Exactement. Et leur activité, entre guillemets, principale, leur hobby, c'est de naviguer dans le cyberespace. Tout à fait. On parle de la catégorie des plus jeunes. Et nous avons organisé avec le ministère de l'Éducation nationale des journées d'information au profit des élèves des 3 paliers, le primaire, le collège et le secondaire. On l'a fait durant 2 années successives, que ce soit sur Alger ou bien au niveau de Constantine. Et quel était le contenu de ces campagnes? C'était des activités ludiques. C'était des applications que nous avons développées pour, d'une part, leur faire prendre conscience de les dangers qu'il y a sur Internet, leur apprendre quelques bonnes pratiques qu'ils puissent mettre en place à leur niveau, bien évidemment. Et d'autre part, c'est pour repérer les jeunes talents. Il est important de repérer les jeunes talents. Surtout, c'était plutôt la catégorie des lycéens où on leur a dit, il y a un profil de son domaine, il y a une carrière que vous pouvez mener dans ce domaine, il y a une école nationale supérieure, il y a des universités qui offrent ce type de formation. Donc, on va dire, vous avez la balle, vous pouvez évoluer dans ce domaine. Voilà pour ce qui est de la sensibilisation. Justement, dans le même ordre d'idée, le ministère de la Poste et des Télécoms, il a lancé une opération 0777, 777. C'est-à-dire le numérique numérique de 7 à 77 ans. De 7 ans à 77 ans. Et donc, il y a pas mal de formations qui sont données gratuitement aux gens et tout. Et je me pose la question, est-ce que la cybersécurité fait partie de ce programme? Alors, cette initiative fait partie d'un projet qu'on est en train de mettre en place. D'ailleurs, le MPT participe à ce projet et qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale. C'est comment faire pour étoffer l'offre de formation en matière de cybersécurité. Et quand on parle d'étoffer l'offre en matière de cybersécurité, nous parlons bien évidemment de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, des formations qualifiantes et ce genre d'initiatives.
Et donc, pour étoffer l'offre de formation en matière de cybersécurité, nous restons bien sûr sur la formation généraliste de cybersécurité, mais nous visons aussi des spécialités pointues. Par exemple, les télécommunications ont leurs propres exigences en matière de cybersécurité et ont leurs propres normes. De même pour les finances, de même pour les technologies opérationnelles qu'on retrouve dans l'industrie et dans l'énergie. Étoffer l'offre de formation aussi est une action transversale. Nous avons l'ambition d'avoir en Algérie des cyberjournalistes, des cyberjuristes et pourquoi pas des cyberdiplomates. Nous travaillons aussi avec la formation professionnelle où nous avons élaboré avec eux en 2024 un programme de techniciens supérieurs en cybersécurité. Ils étaient présents d'ailleurs aux dernières Olympiades de la formation professionnelle. Exactement. Et nous ambitionnons aussi de faire évoluer cette formation, qu'il y ait plusieurs formations et non pas une seule. Aussi, en matière de formation, nous avons organisé nous-mêmes, l'agence a organisé des sessions de formation au niveau de l'École nationale supérieure de cybersécurité au profit des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Nous avons fait un constat sur le terrain où il y avait, on va dire, un certain nombre d'attaques, un certain nombre de difficultés dans des domaines bien précis. Donc, nous avons pris les devants et nous avons, on va dire, organisé des formations pour pallier à ces difficultés. Peut-être avec des hackathons et tout. Exactement. Aussi, pour les formations qualifiantes, il y a eu l'initiative 777, mais nous espérons que la formation qualifiante soit généralisée au niveau d'un certain nombre d'établissements de formation. On peut, en plus de l'académique, faire du professionnel, faire du qualifiant, du certifiant. Et cela va répondre parce que, comme je vous l'ai dit, il y a la structure de sécurité des systèmes d'information qui se crée. Il y aura une forte demande de formation pour les futurs employés. Donc, nous sommes en train de répondre à cette question en essayant d'étoffer l'offre de formation. Justement, je pense que le secteur de la formation professionnelle, comme vous venez de le dire, va être un grand appui pour justement, parce qu'il y a beaucoup de structures qui attendent. C'est-à-dire quand on va en termes de ressources humaines, les besoins, ils sont très grands, hein, c'est-à-dire pour aller jusqu'à 2029, c'est ça. Oui. Donc, oui, c'est pour combler ce déficit existant. C'est pour ça qu'on a lancé cette initiative. Très bien. On passe à une autre thématique. Colonel, comment est-ce que cette stratégie nationale prend en compte en fait des technologies comme l'IA ou l'informatique quantique? Ça change, ça bouge. Est-ce qu'on s'adapte? Voilà. Alors, tout d'abord, pour parler de l'IA, je vais faire un peu de la pédagogie, si je peux me permettre. L'IA, c'est un multiplicateur de puissance. L'IA est un multiplicateur de puissance, notamment une puissance de calcul. Et cette multiplication de puissance de calcul, qu'est-ce qu'elle confère? Elle confère un renforcement de capacité défensive et un renforcement de capacité offensive. Ça veut dire que c'est des opportunités et c'est des menaces. C'est-à-dire que c'était des batailles au pistolet, maintenant c'est à la mitraillette. Exactement. La course, on va dire, entre les défensifs et les offensifs était au départ qui trouve la première vulnérabilité. Exactement. Et qui peut la patcher rapidement juste après. Maintenant, qui maîtrise le mieux l'intelligence artificielle. Et puis même les attaquants maintenant, ils sont plus rapides. On parle dans statistiques, en 2024, c'était environ en moyenne 79 minutes, je pense, ou quelque chose comme ça. Et en 2025, c'est descendu à 29 minutes. C'est le temps moyen de propagation. D'accord. C'est-à-dire, et puis maintenant, on parle beaucoup de détecter, c'est-à-dire que dans la même journée, en day, on va pouvoir casser et sans que la défense ne puisse pas intervenir. Donc ça, c'est vrai que de l'autre côté aussi, ça se développe en termes de défense. Et la question aussi que je me pose, peut-être que même la stratégie va l'aborder, c'est que maintenant on est obligé d'utiliser l'IA pour contrer des attaquants qui utilisent l'IA. C'est-à-dire, on est obligé. Mais l'IA est une boîte noire. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à cette IA si c'est pas nous qui dans l'élaboration d'une stratégie nationale, justement. C'est une très bonne question. Comme vous l'avez dit, l'IA offre des opportunités.
C'est vrai que la possibilité de traiter un grand nombre d'informations très rapidement nous donne plusieurs possibilités. Les possibilités d'automatisation de la détection, d'automatisation de la réponse aux incidents. Ça donne plus de possibilités aux différents centres des opérations de sécurité. On va dire que ça facilite la gestion, on va dire, d'un certain nombre de données. Mais comme vous l'avez dit aussi, il y a la partie menace. La partie menace qui est générée par l'IA, c'est le fait est que les attaquants ont la possibilité de mener des attaques d'envergure rapide et de cibler un grand nombre de systèmes, de réseaux, etc. Aussi, ils ont des facilités pour le développement de codes malveillants. L'IA peut faire ça. Autre chose... Aussi la détection des failles aussi. Bien sûr, la détection des failles. Alors on ne parle pas d'IA grand public, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Aussi, autre chose, si on s'intéresse à une certaine typologie d'attaque qui est le phishing ou le hameçonnage... Alors le phishing, pour nos auditeurs, c'est lorsque vous recevez un mail avec un lien et vous cliquez sur ce lien. Alors il y a des mécanismes psychologiques qui expliquent le pourquoi du comment. Voilà. Et c'est à cause de ces mécanismes psychologiques que l'IA rend les mails que vous recevez plus réalistes. Vous y croyez. Vous croyez vraiment que c'est votre compagnie d'assurance qui vous a envoyé ce lien, que c'est votre banque. Et donc, on tombe dans le panneau plus rapidement. Aussi, il y a d'autres types d'attaques. C'est l'IA qui attaque l'IA. L'IA qui attaque l'IA, qu'est-ce que ça veut dire? Empoisonnement des données utilisées par un modèle d'IA. Corruption. Exactement. Compromission d'un modèle d'IA. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a autre chose. Il y a une autre problématique qu'il est du ressort du cognitif ou bien du comportemental. Le fait qu'on a des opportunités de l'IA, qu'on a une IA qui gère notre sécurité des systèmes d'information, on a tendance à baisser notre vigilance. Peut-être qu'il y a des contrôles que c'est à l'analyste de les faire, et peut-être il y a une baisse de vigilance, et là, l'attaquant peut pénétrer, peut exécuter son attaque. La stratégie nationale prend en considération ces nouvelles technologies par deux moyens. La première chose, ça reste toujours le même mécanisme, la sensibilisation. Il faut sensibiliser aux menaces générées par l'IA. Deuxième mécanisme qui est aussi très répandu, la formation. La formation en matière d'IA et IA spécialisée pour la cybersécurité. Oui. Troisième chose, il faut inciter à ce que les dispositifs actuels, qu'ils soient acquis ou développés, intègrent des modules d'IA pour pouvoir profiter des opportunités que nous donne l'IA. Maintenant, en matière d'innovation, recherche et développement, nous prévoyons des projets d'IA pour la cybersécurité, d'une part, et la cybersécurité pour l'IA. Comme je vous l'ai dit, il y a des attaques d'IA contre l'IA. Donc, c'est comme ça que la stratégie, va dire, est en train de gérer la partie IA en matière de cybersécurité. Et je pense que nos startups peuvent intervenir dans ce domaine puisqu'il y a de l'innovation à faire donc à développer des modèles algériens peut-être qui vont être mis en application. Mais dans ce domaine, les startups sont les acteurs à faire travailler, à faire marcher, à intégrer, c'est ça. Parce que c'est une partie innovation, c'est purement de l'innovation. Donc c'est à eux de prendre la place dans ce domaine. Ça aborde aussi la question, je sais pas votre avis, colonel, sur le rôle de l'open source dans cette histoire de développement d'IA pour la cybersécurité. L'open source... on va dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire avec le Haut Commissariat à la numérisation pour essayer de exploiter au maximum les solutions qu'on peut avoir avec cette partie, avec les logiciels libres. Les communautés, etc. Et on essaie de développer ça et essayer d'intégrer ça dans les mentalités. On parle toujours de mentalité de résistance au changement. On est tous habitués à un certain système d'exploitation, à certaines solutions, etc. Et donc, c'est ce travail qu'on est en train de faire avec le Haut Commissariat à la numérisation. Pour l'informatique quantique, c'est la grande révolution de demain. Enfin, d'aujourd'hui même. C'est d'aujourd'hui et de demain. Donc,
nous sommes tous au courant, ou peut-être nous nous informons tous sur l'évolution de l'informatique quantique, les ordinateurs quantiques, leurs possibilités, leur puissance, qu'est-ce qu'ils arrivent à casser comme algorithme. C'est toute la cryptologie, c'est-à-dire qu'il va être affecté. Exactement, c'est la cryptologie, c'est les algorithmes de cryptologie, à savoir RSA, ECC, etc., qui sont les plus utilisés d'ailleurs au niveau de nos réseaux, nos VPN, nos applications, etc., qui sont les plus ciblés. Cependant, nous avons entamé une réflexion avec notre comité scientifique, parce que l'agence dispose d'un comité scientifique. On en parle en début d'émission. Oui, il est composé d'académiciens, de chercheurs et d'experts en la matière. Et une réflexion a été lancée sur cette partie-là, tout en prenant en considération des précautions relatives à l'instabilité de ce domaine. C'est vrai, on nous dit qu'il y a des ordinateurs quantiques qui arrivent à faire telle performance ou telle performance, mais en réalité, le concret, on ne le voit pas vraiment. On en voit des études. C'est du secret défense. C'est du secret défense. Il y a des études, il y a le NIST, le National Institute of Standard and Technology, qui a mis en place des frameworks dédiés pour contrer les attaques de quantique. D'ailleurs, pour faire face au quantique, on devrait développer le post-quantique. Donc, les algorithmes post-quantiques qui peuvent résister à ce genre d'attaque. Donc, une réflexion a été menée au sein de ce comité scientifique et, on va dire, les idées qui ont été développées étaient, on va dire que en allant progressivement, sans se précipiter dans ce domaine que, comme je vous dis, c'est très instable, en faisant une initiation, on prépare le terrain pour une éventuelle migration vers le post-quantique. Voilà. On prépare le terrain. Comment on prépare le terrain? Déjà, il faudra fixer une gouvernance. Qui sera responsable de ça? Quels sont les acteurs qui seront responsables de cette Attribution partie? des rôles. Attribution des rôles. Deuxième partie, il faudra peut-être avoir une vision de tous les mécanismes cryptographiques qui sont déployés chez nous. Faire une sorte d'inventaire, avoir un tableau de bord, connaître où sont ces mécanismes. Après, réfléchir à comment prioriser. On renforce quelle partie, quelle est la partie critique, quelle est la moins critique. Donc il faut faire ce travail de priorisation. Après, il faudra aller dans le dur, qui est comment faire des projets pilotes pour essayer de maîtriser les algorithmes post-quantiques, essayer de les appliquer, essayer de les tester, etc. Et cela, les tester en conditions du réel. En conditions du réel. Et après, on va dire qu'il faudra, si on arrive à les maîtriser, bien sûr, il faudra les systématiser dans toute nouvelle création, tout nouveau développement, et essayer de recycler tout ce qui est classique. Ça veut dire ajouter... tout refaire, tout à chaque fois. Mais voilà. Exactement. Parce que la solution aux attaques quantiques, c'est une hybridation entre des algorithmes classiques et des algorithmes post-quantiques. Et toute cette démarche, toute cette feuille de route, c'est un travail de longue haleine. Nous sommes pour l'instant au niveau de la réflexion. Mais on va dire que c'est la réflexion la plus logique, c'est la réflexion que même d'autres pays ont mené ce genre de réflexion et se dirigent. Les horizons, c'est horizon 2030, 2035 pour arriver à avoir une réponse bien déterminée. Il faut maintenir une veille. Exactement. C'est ça, exactement. Moi, je veux juste sauter sur une question par rapport toujours à ces évolutions. On vient d'annoncer dernièrement au ministère de la Poste et des Télécoms le IPv6. Oui. Donc, alors, c'est quoi pour nos auditeurs? IP, c'est de passer de l'IP actuel, l'IPv4, vers qui est IPv6. Le numéro de téléphone d'immatriculation de votre PC. On nous apprend qu'il commence à se saturer, que les adresses qu'on est en train de manipuler sont limitées et tout, et qu'on passe à un nouveau système d'adressage. Et ce système-là,
va permettre, l'impact c'est quoi? C'est que on va aller vers l'Internet des objets. C'est-à-dire que maintenant, tous les objets vont avoir leur adresse IP facilement, etc. Et donc, il y aura une généralisation d'utilisation des drones, tout ce que vous voulez. Et multiplication de la surface, comme, et par rapport comme disait le colonel à tout à cette l'heure. question de cybersécurité, justement, comment vous voyez cette évolution? Et l'évolution, que ce soit pour l'Internet des objets, pour l'IPv6 ou d'autres technologies, le passage à la 5G, à la 6G peut-être, Voilà, 5G etc. En réalité, tout se base sur une gestion des risques. On doit faire une opération de gestion des risques. On doit déterminer quels sont les risques pour lesquels on doit mener une réponse immédiate et quels sont les risques qu'on peut admettre. Et pour faire face à ces nouvelles technologies, c'est des études de gestion des risques. On traite toujours la chose de la même manière. Donc, c'est-à-dire que le process c'est le même, Process, mais c'est l'objet le même. d'étude évidemment change et il faut Échange. s'adapter. Par exemple, pour l'Internet des objets, l'Internet des objets, même les vulnérabilités qu'il y a dans les différents équipements utilisés sont différentes des vulnérabilités existantes Sur d'autres équipements. Il y a même des techniques qui sont spécialisées pour faire la chasse à la vulnérabilité au niveau de l'IoT. Donc, chaque cas est pris à part, selon, comme je vous l'ai dit, un process de gestion des risques. Parce que je voulais juste aboutir sur la fin et dire que l'opérateur Internet, les opérateurs Internet et les opérateurs du cloud, je pense qu'ils ont un grand rôle dans cette transition pour un petit peu sécuriser les plateformes. Bien Donc, évidemment, bien évidemment. En réalité, que ce soit les opérateurs Internet, les hébergeurs cloud, tout cet écosystème doit vivre. On parlait tout à l'heure de la possible mobilité des talents, etc. La réponse à long terme, que ce soit pour l'évolution technologique, pour la mobilité des talents, etc., c'est de créer un écosystème où chacun a sa place et peut interagir avec l'autre. C'est en faisant vivre l'écosystème cybersécurité, la partie académique, la partie recherche, la partie innovation, la partie entreprise, la partie opérateur, etc., acteurs privés, acteurs publics. C'est en faisant vivre cet écosystème avec les échanges Qu'on crée cette émulation, cet échange. etc. C'est comme ça qu'on pourra non seulement évoluer et assurer notre sécurité en parallèle. Et on arrive bientôt à la fin de cette émission. Un petit mot sur votre site internet, colonel. Alors, pour avoir on va dire une visibilité de l'agence vers que ce soit les citoyens ou vers l'international, un site web a été développé par les cadres de l'agence et qui contient différentes rubriques, à savoir la présentation de l'agence, les actualités, activités de l'agence, des guides et des recommandations pratiques, des volets dédiés à la réglementation en matière de sécurité des systèmes d'information, un volet dédié au CERT national avec des bulletins d'alerte, avec du signalement, avec de l'assistance. Et donc il est mis à jour régulièrement, etc. Et ce site web sera publié incessamment sous peu pour la totalité des utilisateurs. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Hatem Hassini, de m'avoir épaulé. On remercie bien évidemment le lieutenant-colonel Alioune Snekashtali, sous-directeur chargé de la formation au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci beaucoup à Lamine Bey, derrière la vitre, pour avoir réalisé cette émission. Et n'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite.